Bonjour tout le monde. Nous avons entamé le deuxième chapitre de notre cours physique optique géométrique SVT. Ce chapitre va porter sur toutes les surfaces sphériques, à savoir miroir sphérique et dioptre sphérique. Nous avons déjà vu et traité le cas de la réflexion pour un miroir plan, comme vous voyez. Maintenant, on va courber la surface de cette surface réfléchissante, à savoir que la forme sera sphérique et on va traiter cas par cas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le miroir plan que vous voyez là, c'est un miroir plan qui va nous donner une image virtuelle. Là, l'exemple de la cruche. Avant d'étudier ce miroir sphérique, nous allons voir les différentes applications. Le miroir sphérique, on l'utilise chez le dentiste pour les rétroviseurs des grosses voitures, des camions, pour avoir une image nette et le champ le plus large possible. Parce que pour les voitures économiques, le rétroviseur, on met un miroir plan qui va nous présenter un champ très limité, avec des angles morts. Ce qui fait, ça ne nous permet pas de voir tout ce qui est derrière. Donc, comme j'ai dit, on peut utiliser le miroir sphérique pour la sortie d'usine, pour gardiennage d'un immeuble, sortie de garage, pour les grands camions, les grosses voitures. Vous voyez, le miroir, elle est sphérique, courbé. Là, pour la surveillance des rayons des grandes surfaces. Ah, ça, vous voyez là l'image des rayons de grande surface, ça permet de contrôler, de vérifier s'il y a des malfaiteurs. Un miroir sphérique, comme j'ai dit, il a une forme d'une sphère, puis je prends une portion sur laquelle je mets de métal ou de la peinture afin d'avoir un miroir sphérique. Regardez. Là, j'ai taillé selon cette forme-là. La partie noire, c'est la partie où je vais déposer la peinture. La partie réfléchissante, c'est cette partie-là, qui est grise. Et puis, bon, j'obtiens ces deux miroirs. On représente un miroir sphérique sous cette forme-là. On dit qu'il est convexe. D'accord? C'est le dos, comme une cuillère, la partie dos qui réfléchit la lumière. On représente comme ça. Dans l'approximation de Gauss, c'est-à-dire, je ne considère que les angles petits, les angles d'incidence, les rayons issus de l'objet à étudier vont tomber sur le miroir et seule la partie centrale du miroir sphérique qui va contribuer à former une image. Les autres parties en dehors du centre vont donner des rayons réfléchis qui vont donner une image floue. Ils vont contribuer à former l'image, mais leur contribution va donner une image floue. Ce n'est pas intéressant pour le cas de l'optique géométrique. Donc, je schématise un miroir sphérique convexe par ce morceau de segment assuré. La partie assurée représente le dépôt de la peinture ou de dépôt métallique. Voilà, je peux couper la sphère de l'autre côté pour obtenir une autre forme du miroir. La partie noire, j'ai dit, c'est le dépôt de la peinture. La partie grise, c'est la partie réfléchissante. Et je peux dire, voilà, je vais représenter un miroir concave. Un miroir concave. Que je représente dans l'approximation de Gauss par ce segment-là, assuré par derrière. La partie assurée représente le dépôt métallique ou le dépôt de peinture. Voilà, donc j'ai une sphère, je découpe une portion, je mets du métal sur un côté pour former un miroir. Dans ce cas-là, c'est un miroir convexe que je vais utiliser à titre d'exemple dans la surveillance des rayons d'une grande surface. D'accord? Pour voir s'il y a des malfaiteurs qui rôdent dans le rayon. Sinon, sortie de garage, sortie de parking, un peu compliqué de sortie. Sinon, je vais utiliser une autre sorte de miroir. C'est le miroir je dirais concave, qui va me donner une image renversée. Vous voyez, les personnes imagées ici, leur image elle est renversée. Par réflexion, bon, on va étudier la formation d'image par la suite. Là, je vous donne juste
je vous mets dans le contexte. Le miroir sphérique, on l'utilise pour les rétroviseurs des grands camions, des grandes voitures des 4x4, surveillance des rayons d'une grande surface, sortie d'usine, sortie de parking, c'est très utile. Ça permet de minimiser les dégâts. Sinon, chez le dentiste, je peux utiliser... et voilà, donc je vais faire des images. Concave, ça me renverse l'image. C'est comme si vous regardez votre visage au niveau d'une cuillère, le creux de la cuillère va vous donner une image renversée, et sur le dos, vous allez obtenir, de la cuillère bien sûr, vous allez obtenir une image droite. Et on va expliquer ça par la suite lorsqu'on va tracer les images formées par un miroir sphérique. Regardez là à titre d'exemple, miroir concave, je mets cet objet, une bougie comme objet à imager, ben je fais des rayons, on va parler des rayons par la suite. Regardez l'image formée, c'est juste pour vous cadrer le contexte de l'utilisation du miroir sphérique. La concave, ça me donne une image renversée réelle. Je peux utiliser convexe pour la sortie de parking, de garage. C'est pour obtenir une image droite. Vous voyez, elle est virtuelle, droite, mais plus petite que ça. Mais ça permet pour un observateur de ce côté, placé ici, d'observer l'image A', B'. C'est le cas de rétroviseur. Donc les automobiles ou les camions, tous les véhicules qui sont derrière, je vais les regarder pour évaluer leur distance avant de doubler, avant de manipuler. Très bien. Donc, on va arriver à la définition d'un miroir sphérique. Un miroir sphérique, c'est une portion de sphère réfléchissante, de centre C, de sommet S, donc de rayon SC. SC, mesure algébrique, peut être négatif comme il peut être positif, sachant que l'axe optique delta est orienté positivement dans le sens de propagation de la lumière. Donc SC, c'est l'axe principal, l'axe optique. Et il faut dire une chose, lorsqu'on a traité le miroir plan, comme celui-là, on a dit que la normale, c'est toute droite qui est perpendiculaire à cette surface, qui est plane. Pour le cas d'un miroir sphérique, la normale, c'est toute droite qui passe par le centre C. C'est connu en mathématiques que toute droite passant par le centre C est perpendiculaire à la sphère. D'accord? Par conséquent, je peux dire l'axe principal, c'est ce diamètre SC. D'accord? C'est l'axe qui passe par le centre et par le sommet S du miroir. Et vous voyez, là, la partie grise, ça indique le dépôt de la peinture ou dépôt de métallique. Et la partie réfléchissante, c'est cette calotte sphérique qui est là, de sommet S, de centre C. L'axe optique étant delta. Donc voilà, on va définir un autre point qui est très important. Comme vous voyez, c'est le point F'. F', c'est le foyer principal image de l'instrument. Ici, l'instrument optique, c'est le miroir sphérique, de sommet S, de centre C. Ce point F' représente l'image d'un point source placé sur l'axe delta, situé à l'infini. Par conséquent, je peux dire que l'infini a pour image F' par le miroir. Et il est à fort constater que le point F, le foyer principal objet, qui est un point de l'axe delta, dont l'image fournie par l'instrument, c'est-à-dire le miroir sphérique, est rejetée à l'infini. Ces deux points, pour le cas d'un miroir sphérique, sont confondus et situés en plein milieu du segment SC, dans l'approximation de Gauss. Donc je peux dire, voilà, j'ai F' distance focale, on va en parler comme ça. Donc SF', c'est une mesure algébrique. Mais par abus de langage, on dit distance focale. Ce n'est pas une distance, c'est une mesure algébrique. J'ai SF' est égal à SF est égal à SC sur 2. C'est la moitié du segment SC. Je place mes deux foyers principaux. Objet et image F et F' confondus pour le cas d'un miroir sphérique et uniquement pour le cas d'un miroir sphérique. Donc je peux dire voilà, je m'intéresse à ce miroir sphérique
Et vous voyez là, j'ai mis qu'un segment. Segment avec deux parties. La partie hachurée ou partie grise, c'est le dépôt de métal. La partie réfléchissante, c'est la partie rose. Donc j'ai mis ici, ou violette. Donc j'ai mis le sommet S, le centre C. Je prends un point A de l'axe et je veux imager ce point A, c'est-à-dire chercher son image A' formée par cet instrument optique qui est le miroir sphérique de sommet S et de centre C. Bien sûr, le foyer, je peux le placer. Je viens de définir F confondu avec F'. Les deux foyers principaux, image et objet, F' et F, sont confondus et situés en plein milieu du segment SC. Très bien. Donc je prends la normale. La normale, c'est toute droite qui passe par le centre C. Elle fait un angle oméga. Un rayon lumineux partant de A arrive sur le miroir sous un angle d'incidence I. Si un L d'écart pour la réflexion, le rayon sera réfléchi en faisant le même angle I. D'accord? Pour trouver une image, nous avons dit l'autre fois qu'il faut deux rayons lumineux. Je récapitule, il faut deux rayons lumineux. Le premier, c'est le rayon rouge qui va partir de l'objet A, qui va subir une réflexion au point I en vérifiant Snell d'écart pour la réflexion. Deuxième rayon que je vais considérer, c'est, donc voilà, le premier rayon c'est fait, donc l'angle I. Le deuxième, il part de l'objet A. Il fait un angle particulier, l'angle nul. Ce rayon-là subit une réflexion puisqu'il arrive sous un angle nul, sera réfléchi sous un angle nul. Le rayon sera réfléchi et les deux rayons réfléchis, le rouge et le vert, vont se rencontrer en ce point qui s'appelle l'image A'. Ainsi, le point A', image du point A, sont conjugués par le miroir et la relation de conjugaison, c'est-à-dire l'obtention de la position du point A' à partir de celle de A, c'est à l'aide de cette formule qui s'appelle la relation de conjugaison. Bien entendu, quand on parle de position, il faut bien définir une origine par rapport à quoi on place les objets. Donc je prends S comme origine de l'axe delta, l'axe optique delta. Je prends S, c'est par rapport à ce point que je vais placer les points. Si je connais cette position SA, c'est-à-dire l'objet par rapport à S, je peux déterminer la position de l'image A' par rapport au point S, par rapport à l'origine. Sous cette forme-là, le terme image 1 sur SA' plus le terme objet 1 sur SA est égal à 2 sur SC qui n'est rien d'autre que 1 sur SF'. C'est la relation de conjugaison. Donc, avec l'origine au centre, l'origine au sommet, pardon. Bien entendu, j'ai défini le miroir sphérique par une calotte de sommet S et de centre C. Je pourrais prendre C comme origine de l'axe delta. De la même façon, je peux considérer FF' comme origine de l'axe delta. Et le choix de l'origine de l'axe delta va me conduire à obtenir des expressions de la relation de conjugaison et d'un autre paramètre qu'on va définir par la suite, différentes. Très bien. Donc là, je prends carrément un objet AB. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris un point de l'axe delta. Mais cette fois-ci, je vais considérer un objet AB qui sort de l'axe. Donc il y a une transversale. Donc cette hauteur AB, je vais tracer selon des conditions qu'on va définir par la suite pour déterminer l'image A'B'. Cette image-là, A'B', je vais comparer la taille de A'B' par rapport à celle de A. Et je vais définir ce qu'on appelle le grandissement transversal. Le grandissement transversal, c'est une comparaison de la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. Ça me donne, dans le cas d'un miroir sphérique, cette expression. En considérant des triangles semblables, je ne vais pas vous alourdir de démonstration, ce n'est pas votre programme. Retenez le résultat, c'est moins SA' sur SA. Très bien. Bien sûr, j'ai AB, A'B', la position de A me donne celle de A' selon la relation de conjugaison. Et c'est à respecter. Pour cet exemple-là, le capitaine est en train de voir selon un miroir convexe, sphérique, son image qui est virtuelle. Et ce n'est pas comme le cas d'un miroir plan.
Pour le cas d'un miroir plan, j'ai la distance entre l'objet et le miroir est égale à celle du miroir à l'image. Là, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est faux pour le cas d'un miroir sphérique. Cette distance n'est pas égale à celle-là. Il y a une relation à respecter, relation de conjugaison. Et bien sûr, la taille, l'image, elle est soit agrandie, soit rétrécie, soit laissée identique. Et c'est le paramètre gamma T, le grandissement transversal, qui va nous définir cette valeur-là. Voilà comment on représente un miroir sphérique. C'est une calotte, là c'est pour le cas d'un concave. Soit je fais ce trait-là avec des hachures, cette courbe, pardon, soit ce trait-là avec des hachures pour... Si je mets ce schéma-là, c'est pour vous dire, attention, nous travaillons dans l'approximation de Gauss. Toutes les images que je vais considérer sont obtenues dans le cadre de l'approximation de Gauss, à savoir que les rayons lumineux issus de l'objet AB arrivent sur le miroir sous un angle d'incidence faible. Quand on dit un angle faible, c'est inférieur à 15 degrés. Tout angle inférieur à 15 degrés est un angle faible et tout angle supérieur à 15 degrés n'est pas faible. D'accord? Et puis, bon, pour ce miroir-là, je fais l'image de cet objet AB que vous voyez là. Son image A'B', je l'obtiens ici. La même chose pour ce schéma-là avec l'observateur. L'observateur, il voit cet objet et il voit cette image. Les deux sont réels. L'image est obtenue par le croisement des rayons réfléchis. Alors que là, c'est une image virtuelle. Je peux la voir, l'observateur peut voir cette image virtuelle sans pour autant la projeter sur un écran. Là, j'ai une image A'B', d'accord, un objet AB virtuel, et là c'est une image réelle A'B', et je peux donc faire des configurations, on va voir. Maintenant, on va se donner des règles pour tracer. Donc, on considère, j'ai dit tout à l'heure que pour former une image, on a besoin au moins de 2 rayons. Sinon plus, pour confirmer, je peux prendre 3 rayons. Ces 3 rayons particuliers issus de l'objet pour le cas d'un miroir sphérique sont les suivants. Tout rayon lumineux passant par le centre C n'est pas dévié par le miroir sphérique. Pourquoi? Tout simplement parce que tout rayon lumineux qui passe par C arrive au miroir, sur le miroir, sous un angle d'incidence nul. Et va subir une réflexion sous le même angle, angle nul, donc il va retracer son chemin, rebrousser le chemin en changeant de direction. Très bien, en changeant de sens, pardon. Donc tout rayon lumineux passant par F, le foyer principal objet, traverse le miroir, c'est-à-dire après avoir subi une réflexion par le miroir, et va partir parallèle à l'axe optique delta. Et tout rayon qui arrive, issu bien sûr de l'objet et qui arrive sur le miroir de façon parallèle à l'axe optique delta, va subir une réflexion en passant par le foyer principal image F'. On applique ces 3 règles-là pour tracer une image. Et quand je dis tracer une image, c'est obtenir exactement l'image A'B', toutes les caractéristiques, à savoir sa position, sa nature, sa grandeur, sa taille par rapport à l'objet, son orientation, sans faire aucun calcul. Avec le traçage, il suffit de se doter d'une échelle correcte. Un carreau représente tant de centimètres, tant de millimètres, tant de mètres selon les données de l'exercice qu'on a. Et puis, bon, je respecte le traçage et avec ces 3 rayons, j'obtiens l'image, je compte le nombre de carreaux à partir de l'origine que j'aurais choisie, à savoir S, on va considérer cette année que le point S comme origine de delta, et je peux dire, voilà, SA' vaut tant de mètres ou tant de centimètres selon les données de l'exercice. Exemple, cas numéro 1, j'ai un objet AB placé devant un miroir sphérique de sommet S, de centre C. Bien entendu, les foyers sont confondus et se trouvent au milieu du segment SC, on le sait, pour le miroir sphérique. Je dessine l'image en appliquant. Regardez, je récapitule. Tout rayon qui part de l'objet AB sort parallèlement à l'axe. Il va arriver au niveau du miroir. Il va subir la réflexion. Et le rayon réfléchi doit passer absolument par F'.
Tout rayon lumineux issu de l'objet, c'est-à-dire de B, qui passe par le point C, va arriver sur le miroir et elle subit une réflexion sur la loi de Snell-Descartes. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. L'angle d'incidence étant nul, donc de réflexion est égal à 0. Il revient sur lui-même. Celui-là, il va couper le rayon rouge en ce point-là. Je vais confirmer que l'image B' de B se trouve là. C'est par le rayon bleu. Le rayon bleu sort de l'objet B en passant par F. Après avoir subi une réflexion ici par le miroir, le rayon réfléchi, d'après la règle, doit partir parallèlement à l'axe optique delta, c'est-à-dire il part à l'infini. Donc il part comme ça. Les trois rayons réfléchis, le rouge, le bleu et le vert, vont se couper en ce point-là. Donc là j'ai B' et je mets transversal, c'est pour obtenir l'image A'. Je sais par la relation de conjugaison que A' est situé là, si SA est de cette valeur-là. J'écris la relation de... Là, c'est le traçage, comme j'ai dit. Ça, c'est purement traçage. Je compte le nombre de carreaux que j'ai ici. Je peux évaluer SA', combien ça vaut. Et je constate par le traçage que A', B' est une image réelle, formée par les rayons eux-mêmes réfléchis. Elle est renversée. L'objet est orienté vers le haut. L'image est orientée vers le bas. Donc, elle est renversée est plus petite que l'objet. Qu'est-ce que je peux déduire là si j'écris gamma? Donc j'ai gamma T transversal, c'est A', B' sur AB. Déjà un vers le bas, l'autre vers le haut, et gamma T, elle est négative. D'accord? Et j'ai A', B' plus petit que AB. Donc en valeur absolue, gamma T est inférieur à 1. Voilà comment je peux, si je connais la taille de l'objet, je peux déduire la taille de l'image. Et l'inverse. Grâce au facteur grandissement transversal. Très bien. Donc voilà la relation de conjugaison que j'ai ici. Je peux, par le calcul cette fois-ci, par le calcul, je peux déterminer SA', connaissant SA et SF'. Je peux déterminer la taille de A', B'. Si je connais cette valeur-là, donc je peux déterminer. Très bien. La nature, ainsi de suite. Deuxième cas, j'avance un peu l'objet AB, je le place entre C et entre F. Je procède de la même façon. Deux rayons suffisent, particuliers. Le troisième me permet de confirmer. Voilà le premier qui est parallèle à l'axe, subit une réflexion passant par F'. Celui qui passe par F, bien sûr, il doit sortir de l'objet. Passe par F, subit une réflexion totale. Et il va parallèle à l'axe optique. L'image A', B' s'obtient ici. D'après le graphique, l'image, elle est réelle, elle est formée par l'intersection des rayons eux-mêmes, et puis, bon, elle est plus grande que l'objet AB. Donc, gamma T que j'ai ici, j'ai A', B' sur AB, ce terme-là plus grand que celui-là. En valeur absolue, c'est supérieur à 1. Et comme c'est renversé, une positive, l'autre négative. Donc, le rapport est négatif. Ainsi de suite, pour la position de A', j'utilise la formule de conjugaison. Donc je peux, soit par le traçage, soit par le calcul. Par le calcul, j'utilise ces deux formules pour déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Par le traçage, je dois me doter d'une échelle, c'est-à-dire un carreau vaut combien en centimètres ou en mètres selon les données de l'exercice que j'ai, ou les données de problème. Très bien. Maintenant, je place carrément l'objet sur le foyer principal objet, F. C'est-à-dire A et F sont confondus. En principe, dois avoir une image, je fais le traçage, d'accord? Et voilà le premier rayon, parallèle qui part à l'infini, et puis par C il part à l'infini, et par S il va subir une réflexion. Les trois rayons sont parallèles, ils partent vers l'infini, ils vont se couper à l'infini. Donc on dit que l'image A', B', c'est rejeté à l'infini. C'est une image rejetée à l'infini. Donc on peut parler de la mise au point à l'infini. On va voir ça par la suite. Très bien. Vous voyez la relation de conjugaison. Si SA vaut SF, je remplace ici SF. D'accord?
1 sur SF, 1 sur SF', c'est la même chose, puisque j'ai dit tout à l'heure que le foyer principal image F', le foyer principal objet F, sont confondus et situés au plein milieu du segment SC. Par conséquent, ce terme, je vais le simplifier avec celui-là, SF, et il me reste 1 sur SA' est égal à 0. Ce qui fait, je renverse et j'obtiens SA', c'est égal à l'infini. Donc l'image est rejetée à l'infini. Je vais avancer un petit peu l'objet AB. Donc, je place l'objet AB dans cette position-là, entre F et entre S. C'est le cas d'un dentiste. Pour le dentiste, il va placer la dent, l'objet, en mettant son miroir sphérique dans la cavité buccale du patient. Il va placer le miroir de telle sorte que l'objet, c'est-à-dire la dent AB, soit situé entre S et F. Et je trace l'image. Voilà le premier rayon, rouge. Parallèle, je dois passer par F', par C, subir une réflexion sur lui-même, et tout rayon qui passe par F, B, va subir une réflexion et va partir. Les trois rayons réfléchis ne vont pas se couper. Je vais les prolonger. Je prolonge le rayon rouge, ici, le rayon vert et le rayon bleu. Le prolongement des trois rayons vont se couper en ce point qui n'est rien d'autre que B', image de B. Donc je trace l'image A', B', ce qui fait le dentiste, elle est placée de ce côté. Il voit dans ce sens-là. Elle va voir l'image A', B'. La dent, l'image de la dent assez grande pour mieux analyser s'il y a des caries, s'il y a des problèmes dentaires pour poser des solutions. Voilà, donc je peux dire, vous voyez là, c'est l'image de la dent que le dentiste voit à travers ce miroir-là, miroir sphérique placé sur un manche, petit manche pour travailler. C'est un outil très important pour le cas d'un dentiste. Très bien. À la sortie de garage, j'ai l'objet AB. Bon, quand on sort d'un garage, on n'a pas l'accès à la vue sur le boulevard, donc on risque d'avoir des problèmes. Chose à faire, c'est d'utiliser un miroir sphérique pour nous aider à contrôler la situation. Donc j'ai l'objet AB, je vais situer devant un miroir convexe, cette fois-ci, la partie grise c'est la partie assurée, le noir c'est la partie réfléchissante, et puis bon, je vais tracer l'image de cet objet fourni par ce miroir-là. C'est comme le cas de ce. Vous voyez là, c'est à la sortie d'un garage, et j'ai accès au chemin ou la route qui se donne, qui est en face. Là, c'est les rayons d'un supermarché, d'accord ? Donc j'ai l'objet AB pour image A', B' par le miroir. Très bien. Donc je vais tracer, je considère le premier rayon, c'est le rayon qui sort de l'objet B et qui semble passer par le centre C. D'accord ? C'est le prolongement du rayon qui va passer par C et non pas le rayon, parce que le rayon il est intercepté par le miroir. Ce rayon-là, il va subir une réflexion en respectant la loi de Snell-Descartes, à savoir que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, donc il subit une réflexion sur lui-même. Très bien, le premier, il est comme ça. Le deuxième, c'est tout rayon qui sort de B, en arrivant sur le miroir de façon parallèle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc je vais prendre la normale, le mandami, c'est toute droite qui passe par C, donc le rayon réfléchi doit faire cet angle-là, qui est égal à celui-là. Je prolonge ce rayon réfléchi. Je le prolonge. Le troisième rayon, c'est celui qui sort de B et qui semble partir vers F. Celui-là va subir une réflexion en partant parallèle à l'axe optique delta que je prolonge ici. L'intersection des trois rayons prolongés me donne la position de l'image A', B' que vous voyez là. C'est une image virtuelle. Par le traçage, je peux déterminer sa position, je peux déterminer sa taille, je peux déterminer sa nature. La même chose pour le calcul. Une autre voie par le calcul, relation de conjugaison, terme image, terme objet, terme instrument. Et là, j'ai le grandissement transversal
pour le cas d'un miroir sphérique. Gamma t, c'est le rapport de la taille de l'image par celle de l'objet, est égal, dans le cas d'un miroir sphérique, par moins SA' sur SA. Voilà donc les applications. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, une grande surface, on peut contrôler les rayons. Ça, c'est pour vous donner une image sur la forme. Image d'un miroir sphérique, elle est toujours redressée. Donc, très bien.